Bonjour à tous et bienvenue à la Taverne du Gamer. Je suis Kira, accompagné cette semaine de Sid. Bonjour Sid, comment vas-tu ? Eh ben écoute, bonjour Kira, bonjour à toutes et à tous. Je suis en plein jet lag parce que voilà, ça ne vous aura pas manqué. J'étais au Japon, donc je viens de rentrer cette semaine, il y a 2 jours. Donc je suis fatigué mais émerveillé. Kira, de ce que j'ai vu, on débriefait un petit peu juste avant et bon, j'aurais pas assez de temps de l'introduction pour dire à quel point c'était bien, donc je dirais simplement que c'était très très cool. J'ai passé un super moment dans ce pays de fous. Il est incroyable, j'ai vu plein de choses magnifiques, pas du tout déçu. Donc voilà, j'ai adoré vraiment ce voyage au Japon. Donc peut-être, j'en parlerai un petit peu la semaine prochaine, un petit peu plus, parce que je parlerai du musée Nintendo et autres. Mais ouais, c'était vraiment trop trop cool. J'ai joué à 2 jeux pendant que j'étais au Japon, dans l'avion D'accord. et le soir un petit peu. Des jeux que j'ai achetés au Japon parce que c'est vraiment moins cher, Ouais. c'est à 50 € les jeux neufs, et il y a la langue française dans les jeux parce qu'ils se calent à la langue de ta De la console. console direct, ouais. Ouais. Donc j'ai commencé bien entamé Zelda Hyrule Warriors, tu sais, qui me faisait beaucoup d'œil et que j'avais hâte de faire. Ouais, le Mousseau Ouais. version Zelda, j'avais fait le 1 moi. J'ai pas fait le 1, donc j'ai fait que celui-ci pour l'instant, et Pokémon Zelda aussi, donc ça tombe bien que t'en parles un petit peu parce que je l'aurais pas chroniqué. Et je suis en passe de le revendre, Kira, parce que voilà, je connais pas du tout ton avis sur le jeu, tu me diras. Mais ouais, déjà rien que le tuto, c'est dur, quoi. Ah ouais, Donc ouais. c'est un peu long, c'est vrai. Mais le tuto. ouais, vraiment horrible. Mais sinon, bah forcément, j'ai pas beaucoup joué parce qu'en voyage, on est plutôt là pour profiter C'est de clair. ce que l'on voit. Et toi, alors, mon cher Kira, je sais que tu as été un petit peu malade. Donc, moi, je vivais ma best life et toi, mon pauvre, tu étais en train de crever dans ton lit. Alors, Donc, 2 salles, 2 ambiances. Comment vas-tu ? ouais, ça va, j'étais en mix entre les révisions, malade à crever, donc j'ai quand même fait des trucs. Je me suis envoyé la saison 4 et 5 d'Only Murder in the Building sur Disney+. Oh, je connais pas du tout. Série que j'aime beaucoup, donc bah, c'était l'occasion de continuer. Je me suis fait Frankenstein de Oui. Guillermo del Toro, que j'ai beaucoup aimé. Mhm. Je joue à Ark Riders aussi également, tu joues, en d'accord, coop, ok. qui est très très sympa, qui est vraiment pour le moment une de mes pépites de l'année, Oh. que je n'attendais pas du tout. Et j'ai commencé, je suis déjà à 40 heures de jeu, Assassin's Creed Shadow. Ah, d'accord, ok. Donc j'ai déjà eu de quoi faire pour J'ai l'instant. pas vu venir. Ouais, non, c'est clair. Donc Eh ben, écoute, je me suis fait un petit Assassin's Creed Shadow là dernièrement, donc c'est plutôt sympa, j'avance bien, je suis à 40 heures, j'ai déjà fait, je pense, j'ai bien avancé dans la quête principale, il y a beaucoup de quêtes secondaires un peu inutiles que je ne fais pas bien sûr, mais sinon c'est cool, je passe mais un bon moment. tu t'es fait un peu ton Japon à toi, tu vois. Moi, j'étais au Japon dans la Ouais, c'est vraie ça. vie, et tu peux gravir le château d'Imeji, par exemple, que j'ai vu en vrai, qui est magnifique. Enfin voilà, tu t'es fait ton petit coin Japon pendant que moi j'y étais. Donc on est plutôt raccord finalement, tu vois. On est plutôt Même raccord, avec tout à fait. des milliers de kilomètres de différence, on était un petit peu au même endroit, donc ça c'est plutôt cool. Ouais, c'est vrai. Du coup, pour commencer, comment on peut faire plaisir à la taverne ? Alors faites-nous plaisir, soutenez-nous. Sachez que vous pouvez mettre 5 étoiles à la Taverne du Gamer. Et on a des petits personnages qui nous ont mis 1 étoile ces derniers temps, avec des commentaires un peu scabreux, un peu rudes. Donc soutenez-nous avec les 5 étoiles. Voilà, c'est le meilleur moyen. Commentaire d'ailleurs un peu bizarre, Un peu que j'ai pas vraiment bizarre. compris sur. Enfin, du moins, je parle d'un commentaire, parce que j'ai pas vu s'il y en avait d'autres, mais que j'ai trouvé un peu bizarre, ouais. Et surtout, vous pouvez ne pas aimer la Taverne du Gamer ou avoir des choses à nous préconiser. Et ça, on est très ouvert. C'est juste que les 1 étoile, c'est un peu chaud quand même. Donc, s'il vous plaît. Surtout quand on critique la technique, alors qu'au final, s'il y a bien une chose qui fait consensus, c'est que notre technique est bonne, en fait. Donc, j'ai pas vraiment compris. Je trouve qu'on a atteint notre maturité. En effet, sur la partie technique, moi, déjà, pour le montage, on sort vraiment, c'est plus simple, etc. Techniquement, on a quand même quelque chose qui est plus homogène et tout. Donc, c'est vrai que j'ai le sentiment qu'on a atteint notre maturité technique. Mais voilà, s'il y a des commentaires à faire, n'hésitez pas. C'est juste que vous pouvez passer par le formulaire du site web, par les commentaires Spotify qui ne nous impactent pas. Et les notes, bah oui, c'est mieux les 5 étoiles parce que plus les notes sont basses, plus ça nous cause du tort. Donc voilà, si vous pouvez faire remonter nos notes en flèche, on en sera ravis. Et sinon, partagez nos épisodes. Vous êtes toutes les semaines de plus en plus nombreux. Et ça, Kira, j'ai pas les mots, c'est trop cool. Carrément. Ça fait vraiment plaisir, en tout cas. Il y a beaucoup de commentaires très enthousiastes, donc merci à vous.
Et niveau sommaire, Alors, tu vas nous parler Dark Rider, justement, que je connais très peu, donc je suis content que tu y joues parce que tu vas pouvoir nous éclairer un peu dessus. Moi, je suis passé complètement à côté de ce jeu. Après, on va parler de Nintendo. Voilà, c'est un peu, en ce moment, je suis un peu dedans, forcément, en étant allé au Japon. Tu enchaînes sur Bungie, ou Bungie, je sais jamais comment on dit. Et ensuite, la grosse annonce de la semaine qui ont été les Steam Machines. Après Pokémon ZA, que tu vas chroniquer. Et je finis par un film que j'ai longtemps promis que j'ai jamais regardé. Et dans l'avion, en rentrant du Japon, il était dispo voilà, dans les petits écrans Air France. Donc ce sera Minecraft le film. Et je parlerai quand même beaucoup du jeu Minecraft, presque autant que le film. Donc pour cette chronique qui clôturera cet épisode de reprise pour nous. bah écoute, bon programme, on enchaîne avec le générique et puis on attaque sur la première news. C'est parti. Rider, donc est-ce que tu connais le concept de Ark Rider? Eh bah pas du tout. Quand tu m'as parlé du sommaire tout à l'heure, voilà, Ark Rider j'ai vu, mais j'ai vu quelques screens du jeu, mais je sais pas en quoi ça consiste. Alors c'est un shooter d'extraction. Ah d'accord, c'est Helldivers 2 quoi. Voilà, un petit peu à la Helldivers 2, en beaucoup plus poussé si tu veux mon avis, et tu sais que j'aime beaucoup Helldivers 2. Ouais. Il y a un côté... parce qu'il y a un côté donc PVP, mais VE également. C'est-à-dire tu peux te retrouver face à d'autres joueurs qui peuvent être dans la map et qui peuvent interférer avec tes missions d'extraction, en fait, ce qui est plutôt intéressant et ce qui permet de dynamiser vraiment cette ambiance. Et donc, Ark Rider a un très très gros succès actuellement. Donc, il y a 3 excellentes nouvelles d'ailleurs pour les joueurs que je vais communiquer tout à l'heure. Déjà, pour commencer, il y a un premier chiffre de vente officiel qui vient de tomber. Donc... le cabinet Alinea Analytics, on en a déjà parlé, je sais pas si tu te souviens, donc c'est eux qui analysent les ventes de jeux à travers le monde, et donc annonce un total de 2,5 millions d'exemplaires vendus. C'est honnête, c'est un beau score. Donc la maison mère d'Embark Studio vient quand même de partager donc ces données officielles qui sont plus élevées que ce qui s'attendait à vendre. Oh. Ils étaient tablés sur à peu près 1 million, 1,2 million, ils sont à 2,5 millions, et c'est vrai que le jeu jouit d'un très très fort engouement sur les réseaux sociaux, et quand on voit un petit peu la qualité de jeu et surtout les parties homériques qu'on peut faire, franchement le succès est justifié. C'est un peu le Helldivers 2 de cette année finalement, alors c'est un peu la même surprise que l'année dernière. Okay. Et donc là où il frappe fort également, c'est qu'ils ont fait plusieurs petites annonces. Donc première bonne nouvelle, donc c'est un jeu qui se joue par escouade de 3, et donc là ils ont intégré, donc 3 semaines après la sortie, un mode duo qui est disponible. Donc désormais, si on joue avec un ami, le système de matchmaking en fait nous fera affronter en priorité d'autres duos, ce qui évitera de se retrouver avec des 3 contre 2 ou des 3 contre 1. Donc voilà, donc ce qui permet d'ajouter un certain équilibrage et plus de fun. Donc le studio précise que ce n'est pas encore parfait à 100%, mais le résultat est déjà plus cohérent et d'autres mises à jour iront en ce sens justement pour améliorer le matchmaking. Okay. La seconde bonne nouvelle, donc le prix des objets cosmétiques vont baisser, la réduction entre en vigueur donc dès ce jeudi 13 novembre, on enregistre justement aujourd'hui. Et pour les joueurs qui ont déjà acheté des objets, donc Embark promet un remboursement automatique en jetons Rider dans les prochains jours, ce qui permettra d'acheter d'autres choses. Bon move, là on peut leur dire bravo là-dessus. Bon move, tout à fait. Donc ça, ils ont annoncé que c'était pour remercier en fait le nombre de jeux vendus, vu qu'ils s'attendaient pas à vendre autant de jeux. Ils avaient inclus un business model avec des cosmétiques plus élevés, et du coup ils ont décidé de baisser le prix pour atteindre un cercle vertueux. Et enfin, le troisième point, le studio a donné des précisions sur les panoplies des riders. Donc les panoplies des riders, en fait, c'est des costumes, des sacs, des armes qu'on peut mettre à nos personnages, ce qui nous permet d'avancer. Et donc, ils ont mis en place un système de Battle Pass, donc qui s'appelle également des panoplies. Donc pour l'instant, il y a un seul Battle Pass qui est gratuit. Les autres sont payants, mais ils ont annoncé d'autres Battle Pass gratuits qui arriveront aussi également par la suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces Battle Pass, c'est uniquement du cosmétique. Donc il n'y a pas de pay to win ou quoi que ce soit. Ça, c'est bien. Donc c'est pas des objets qui influencent le gameplay, c'est vraiment uniquement du cosmétique. Et pour les Battle Pass gratuits, là, ce seront des objets qui pourront influencer le gameplay, justement, pour que tout le monde soit au même niveau.
Donc je trouve que c'est un bon mood. Ils sont en train de faire comme tu disais tout à l'heure, hein, une Helldivers. C'est un peu le jeu coqueluche de cette fin d'année. Et c'est vrai que pour 10 jeux à service, il y en a à peu près un qui sort du lot. Et j'ai l'impression que cette année, c'est bien ce fameux Ark Rider, qui encore une fois est très très cool et que je vous recommande fortement. J'aimerais beaucoup que t'en fasses une petite chronique, parce que c'est vrai que les jeux à service, finalement, on en fait très peu, parce que c'est pas notre dada, à part quand il y a un jeu qui sort du lot et qu'on apprécie comme Helldivers. J'avais, moi, entendu parler de Ark Riders une seule fois. Alors, je sais pas si la news est récente ou pas, je sais plus Pour trop. la bêta Non, pour l'usage de l'IA pour remplacer les doubleurs. En fait, il y a eu cette polémique où le studio avait utilisé de l'IA pour remplacer les doublages réels et les voix, etc. Et ça ils avaient fait un petit bad buzz et les notes avaient descendu en flèche sur les joueurs. Donc je sais pas où ça en est depuis ce petit drama, mais ça semble du coup pas trop les avoir ennuyés en termes de vente et en termes d'aura. J'ai lu en détail justement cette petite polémique. En fait, l'utilisation d'IA, c'était pas pour remplacer les doubleurs, c'était pour faire un système de traduction en temps réel en fonction des pays. Ah, ok. En fait, si tu veux, c'était pas des voix qui étaient générées, c'était plus du texte parce que le jeu est en anglais intégralement, mais en fait, c'est les textes qui étaient traduits automatiquement via le système du jeu. Et alors ça, je sais pas comment ça fonctionne parce que je l'ai pas testé dans ces conditions, mais après aussi, quand tu joues avec des personnes d'autres pays, il pourrait y avoir un système de traduction automatique via IA justement. Mais pour l'instant, c'est pas dans tous les pays. Donc, à voir si c'est pas ça qui aurait été sanctionné également. Mais c'est pas des voix pour remplacer des doubleurs, en tout cas. Tant mieux, parce que ça, on n'aime pas trop. On n'aime pas du tout, même. Après cette belle nouvelle et cette belle petite découverte pour moi avec Ark Rider, on va parler de la Nintendo Switch. Switch 1 et Switch 2 qui continuent son envol. Ils ont présenté leurs chiffres. Déjà, la Nintendo Switch 1, elle est arrivée elle dépasse ses 154 millions de consoles distribuées. Donc, elle est en passe de dépasser la Nintendo DS. Et je trouve ça assez fou parce que la Nintendo DS, quand même, avait réussi ce tour de force de s'introduire dans les foyers, le grand public, tu sais, avec le professeur Dr Kawashima, ou je sais plus comment ça s'appelait exactement. Oui, directement. Ouais. Où Nintendo avait vraiment réussi, je trouve, la conquête du grand public. Et la Switch 1, du coup, est prête à la dépasser. Mais c'est surtout sur la Switch 2 qu'on va passer un peu de temps parce que les chiffres sont stratosphériques. Depuis le lancement de juillet à septembre, ils en sont à quasiment 12 millions de consoles vendues en 4 mois du coup. Ils se vendent à peu près en ce moment par mois après que le rythme de croisière de la sortie soit établi. 1,3 million de PS5, 1 million de Switch 2 et 150 000 Xbox. Donc voilà, c'est des chiffres assez fous, à tel point que Nintendo a revu ses prévisions de vente à la hausse pour mars 2026 à 19 millions de consoles, là où ils pensaient en vendre 15. Mais à mon avis, même les 19, ils peuvent les dépasser avec Noël, qui est une période vraiment charnière. Et un chiffre aussi que je voulais rajouter qui va nous faire plaisir, Kira. La Nintendo en règle générale, est encore le bastion des achats en physique parce que un jeu sur 2 est acheté en magasin sur la Switch. Là, on sait que les proportions sur les autres consoles sont très largement favorables. C'est plus du 70-30. Ouais. 70, voire 80 même. En effet, tu as raison. Donc ça, c'est cool. On est content. Et enfin, pour terminer sur cette avalanche de chiffres et de bonnes nouvelles pour Nintendo, 85% des acheteurs de la Switch 2 étaient possesseurs de la Switch 1, mais bon, ça tombe un peu sous le sens parce que elle est tellement installée, cette Switch 1, que c'est logique. Mais c'est surtout via la rétrocompatibilité des cartouches, les gens ont changé un peu. Ce qu'on disait, la console est tellement proche de la précédente au niveau de l'interface, au niveau de l'utilisation, que c'est une logique imparable en fait. Si ta Switch commence à être vieillissante, tu la changes pour une Switch 2, quoi. Donc potentiellement, ils peuvent avoir le même parc que la Switch 1. Complètement. Et moi, je pense qu'elle sera vraiment un gros succès cette Switch 2, là où certains annonçaient plutôt qu'elle se planterait, etc., à cause du prix, mais dans les faits, non, pas du tout.
Et c'est le. Ce qui se plante surtout, c'est les éditeurs tiers qui vendent pas sur la console en fait. Les éditeurs, Nintendo se vend très très bien, mais je vois les premiers chiffres sont tombés sur par exemple Star Wars Outlaws. La quantité de ventes de jeux est quand même assez infime par rapport au parc de consoles, et c'est le problème, c'est que la Switch se vend bien pour les jeux Nintendo. Et peut-être que du coup la Switch 2 qui sera plus puissante permettra cette transition en effet sur les tiers, parce que ils sont boudés. Moi, par exemple, je vais faire Resident Evil 9 Requiem sur Switch 2 pour tester la technique et pour voir justement ce que ça donne, tu vois, et peut-être que ça fera des émules comme moi. Et tu le dis, tu m'as offert la meilleure transition possible. Évidemment, ce sont les jeux Nintendo qui cartonnent, et les ratios de vente sont, encore une fois, complètement dingos. Mario Kart World, qui est pourtant pas pour moi le meilleur Mario Kart, même s'il est sympathique, on est quasiment à 10 millions d'unités vendues, soit presque autant que la console, ce qui fait un taux d'attachement à 80-90%. Et même pour un Mario Kart, j'ai envie de dire que la performance est hallucinante. Donkey Kong Bonanza, lui, il sera à 4 millions, ce qui est déjà très bien, presque 1 sur 2. Donc oui, ça rejoint complètement ton analyse, Kira, mais c'est presque logique. La Nintendo se vend pour les jeux Nintendo, et c'est bien ça l'image de leur entreprise. Surtout qu'en plus, l'arrivée de Nintendo a créé un petit schisme au Japon, c'est que la PlayStation 5 ne se vend plus depuis la sortie de la Nintendo Switch, à un point que Sony a dû faire un State of Play destiné au Japon pour essayer d'inverser la tendance. Et c'est vrai que quand on voit le nombre de PlayStation vendus au Japon, qui est quand même le fief de Sony, c'est quand même un sacré dommage. Mais dans ce State of Play qui était en effet destiné au Japon, que j'ai pas trop suivi, il y a une information extrêmement importante. Comment utiliser une manette ? Non, c'est vrai que c'était important. Je pense que les joueurs japonais ont besoin de savoir. Qui va inverser un peu la vapeur, et surtout que c'était très demandé au Japon. C'est qu'ils vont faire comme Nintendo, et c'est pour ça que la Nintendo Switch, la console bridée, bridée au Japon. Zonée, enfin en tout cas la console, dédiée au Japon, qui sera beaucoup moins chère, parce que pour moi c'était très cool qu'il soit allé au Japon. Le yen est très bas, donc quand on a des euros dans les poches, on est très content. Mais par contre, pour le Japon, ils vivent en effet une vraie difficulté un peu structurelle en plus avec leur monnaie qui est très basse, ce qui fait qu'ils ont une inflation record. Le coût de l'énergie, par exemple, est très cher. Les ménages sont en difficulté. Et Nintendo, dès sa sortie, avait prévu en effet des consoles zonées moins chères. Et PlayStation, il y avait une vraie demande des Japonais de faire pareil, et PlayStation 5 l'a annoncé du coup hier, c'était la très grosse annonce, où la PS5 sera à peu près 300 euros pour le public japonais justement, et pour contrer cette inflation qui est quand même assez dramatique au Japon. Ouais, mais au-delà de ça, tu sais, t'as le public japonais qui est quand même très chauvin, et c'est vrai que les jeux Nintendo est quand même ce qui se rapproche le plus de l'ADN japonais, en fait. Donc ce qui est tout à fait normal que la Switch 2 se vende très très bien là-bas. Quand on voit que Sony a pris un virage beaucoup plus occidental, je pense que c'est logique que les Japonais se détournent, hormis le prix bien sûr, de la PlayStation. Et c'est pour ça aussi que ce State of Play était centré vraiment vers leur culture, c'est pour montrer qu'ils avaient encore des jeux japonais, justement. Complètement, c'était nécessaire. Il y a eu un vrai recentrage sur le Japon, et je rejoins totalement ton analyse. On va toujours parler de Sony, ou enfin un petit peu quand même, parce qu'on va parler de Bungie. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de parler de la... Ouais, je dis Bungie, moi. Bungie, je sais pas, ça me fait toujours un peu bizarre. Franchement, je sais pas comment on le dit. Donc si vous... ça fait buggy, je sais pas, donc je préfère dire Bungie. Donc j'ai voulu parler en fait surtout de la mauvaise passe que traverse le studio en ce moment, donc le studio derrière Destiny 2, et qui traverse, donc ce que je disais tout de suite, une période particulièrement tendue entre les ventes décevantes, joueurs démotivés, et surtout les inquiétudes grandissantes autour de leur futur jeu marathon. Déjà, on va commencer par Destiny 2. Donc selon GameRadar et Windows Central, Sony a confirmé que le jeu n'a pas atteint les objectifs fixés lors du rachat, donc pour plus de 3,6 milliards de dollars quand même. C'était pas une baguette de pain. Je crois que c'était résultat, 4. Okay. Oui, non, ils disent 3,6, donc après il y a peut-être une histoire de taxe, je sais pas. Donc résultat, l'entreprise a même dû enregistrer une perte comptable de plus de 200 millions de dollars, donc à cause des performances jugées insuffisantes. Mais au-delà de ça, en fait, c'est la fréquentation du jeu qui est en baisse. Donc les ventes derrière les extensions
ont fortement ralenti, et la communauté exprime un vrai ras-le-bol face à un contenu jugé répétitif et un modèle de live service qui s'essouffle et surtout qui est très exigeant, tu vois, en termes de temps. Les forums Reddit sont pleins de messages de fans qui disent aimer Destiny mais n'ont plus envie d'y retourner tout simplement par perte de temps en fait, parce que c'est devenu trop chronophage. Ils sont vraiment partis sur une formule a priori qui serait un petit peu plus pay to win justement. Et du côté de Marathon, le futur FPS extraction de Bungie, donc censé relancer la machine, là aussi l'ambiance n'est pas au beau fixe. Le jeu a déjà pris du retard. Le studio a fait face à des accusations de plagiat artistique. Oh là là, je bafouille, on en a déjà parlé. Après la découverte, tu sais, d'assets très proches d'œuvres existantes. Oui, d'une personne qui avait posté sur Twitter et que ça avait été repris en partie. Donc accusation que Bungie a reconnue en partie. En interne également, la pression est énorme. Marathon doit être le projet qui sauve le studio, ce qui engendre un management a priori toxique et une culture du crunch. Mais les analystes sont clairs. Si Marathon rate son lancement, Bungie pourrait ne jamais se relever en fait. Surtout à un moment où Sony serre la vis sur les divisions live service depuis l'échec de Concorde. Alors, pour toi déjà, est-ce que tu penses que Marathon est le futur Concorde de Bungie ou de Sony ? Alors ça, non, je pense pas, parce qu'il y a une vraie communauté Marathon et le jeu est très attendu parce qu'il a un passif assez important dans la communauté PC. Donc ça, je suis pas trop inquiet. Par contre, le risque, c'est que au-delà de, Bungie ne disparaîtra pas, mais le vrai risque pour la direction de Bungie, c'est que Sony, ils l'ont dit, PlayStation, ils l'ont dit plusieurs fois, c'est qu'ils reprennent complètement la main sur le studio, alors qu'au moment du rachat, il avait été convenu qu'ils restaient un petit peu autonomes, avec leur propre chaîne de décision. Et là, du coup, moi, je suis quasiment convaincu. Par contre, c'est ce qui arrivera, où ils vont perdre leur indépendance au profit d'une direction chez PlayStation. Surtout que Bungie a servi de référent, je sais pas si tu te souviens, pour un audit interne pour les jeux à service et a fait arrêter des jeux à service comme le fameux Last of Us Online. Et donc au final, je pense qu'ils ont une grosse pression sur les épaules, car au final il y avait un côté un petit peu, tu sais, manque d'objectivité, vu qu'ils étaient eux-mêmes en concurrence avec les autres jeux live service de Sony. Donc ils n'ont pas intérêt de se croûter là-dessus. Pour terminer, et c'était la grosse actu en plus, donc il y a eu un petit cataclysme, si je puis dire, mais c'en est pas vraiment un parce qu'on savait que ça arrivait, que ça va changer un peu le visage des PC consoles entre guillemets, et c'est un peu volé, voilà, le Xbox qui est en train d'installer Xbox sur le sujet. Mais du coup, c'est quoi ? C'est l'arrivée des Steam Machines, ou de la Steam Machine plutôt. Et on se rappelle qu'en 2013, Valve avait déjà parlé Steam de Steam Machine. Exactement, qui avaient été lancés en 2015, qui ont été des échecs, ces Steam Machines, où c'était finalement les constructeurs, donc Alienware, Asus, etc., qui développaient leur propre Steam Machine, et c'était des PC un peu console dans l'idée. Ça n'avait pas marché parce que c'était assez coûteux, parce que c'était de la plateforme Linux, et que beaucoup de jeux du catalogue Steam à l'époque n'étaient pas compatibles Linux, il était plutôt sous Windows, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et surtout, il y avait SteamOS, qui n'était pas du tout le SteamOS qu'on connaît aujourd'hui, qui est une plateforme exceptionnelle que j'adore moi sur Steam Deck. Donc voilà, l'eau a coulé sous les ponts après cet échec vraiment cuisant. Ils ont arrêté en 2018 de proposer ces Steam Machines. Il y a eu la Steam Deck entre-temps, donc console hybride portable, plutôt PC portable dans les faits, avec ce fameux SteamOS qui leur a permis de vraiment éprouver la solution Linux, éprouver cet OS et aussi les contrôleurs pour avoir une machine qui connaît un succès, qui tient la route tout à fait techniquement, en jeu, etc. Et qui a un succès de niche, mais un succès d'estime dans ce segment, avec 5, 6, 7 millions, je crois, de consoles vendues, ce qui, dans ce segment, est honorable. Et donc là, la grosse annonce, c'est cette petite console cubique, qui n'est pas un monstre de puissance, qui est une belle configuration, qui se rapproche un peu du coup des puissances des consoles. On n'est pas vraiment du tout sur une puissance des gros PC. Donc pour les hardcore de la technique, je vous laisserai consulter la fiche technique. On va pas vous abreuver de tout ça. Mais en tout cas, 6 fois plus puissante que la Steam Deck. Je pense que c'est bien pour se projeter. Il y aura évidemment SteamOS dedans.
Il y aura du gaming en 4K, mais il faut se dire que ce sera upscalé par AMD et l'intelligence artificielle. Donc un peu, ce qui est en train de se faire en plus, qui ira côté Pro, console. Voilà, PS5 Pro, Nintendo Switch 2 qui fait pareil avec du Nvidia, je crois, de mémoire. Un nouveau contrôleur qui est très moche. C'est vraiment dégueulasse. Une manette horriblissime, mais... Le premier était très moche, mais celui-ci, il est encore pire. Ils ont réussi à faire encore plus moche, alors que la console cubique est vraiment très mignonne avec des façades interchangeables, etc. C'est plutôt bon délire. Mais la manette est extrêmement moche. Par contre, sur la Steam Deck, tu sais, il y a ces carrés là qui peuvent remplacer les sticks où quand tu passes le doigt, tu ressens tactile, tu ressens en vibration un peu où est ton doigt, comment ça se positionne. Et ça, par contre, c'est vraiment super bien fait. Donc c'est cool de l'avoir sur une manette, mais qu'est-ce que c'est moche. Bah, surtout, c'est tellement gros que ça fait remonter le stick droit et le stick gauche, en fait. Donc, je pense que pour une personne qui veut jouer au stick, là, faut voir la taille de la manette, mais si t'as des grosses mains, ça me paraît un peu léger. Tu vois. J'ai beaucoup de réserves sur le pad, à part ces 2 carrés que je dis qui sont géniaux sur la Steam Deck. Par contre, la petite console, du coup, enfin le petit PC, attention, il ne faut vraiment pas dire console, PC sera vendu sans manette parce que si vous avez une DualSense, mais franchement, mettez directement votre DualSense ou votre manette Xbox, ça fonctionnera très bien. Il y a un casque VR aussi, mais bon, ça, on s'en fiche un peu, nous, personnellement. À part pour jouer à Half-Life, VR qui est bien, a priori. Bon, et il y aura certainement une annonce Half-Life, on en reparlera très certainement. Mais en tout cas, j'ai fait vite parce qu'on est déjà un peu long sur les actualités. Mais voilà, ils ont annoncé un bundle, un écosystème, ce casque VR, cette manette et ce PC. On n'a pas encore le prix et le prix sera vraiment déterminant. Mais là où il y a un vrai contre-pied, et c'est là où je dis que ça peut, je pense moins en fait. Tu vois, avec le casque VR. Ouais, mais c'est vendu 100. Je parle vraiment que de la console en elle-même, tu vois. Je pense que la console en elle-même sera basse, ce qui fait un contre-pied avec Xbox qui veut présenter un peu la même architecture mais sous Windows et surtout avec un console PC très premium. Là, je pense que eux veulent viser davantage le grand public, donc c'est 2 propositions qui seront vraiment très 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 différentes. Et le fait que Valve l'annonce très tôt, parce que ça sort que l'année prochaine, l'annonce avant Xbox qui était déjà en train de préparer le terrain, et avec 2 petites punchlines sur leur site web en affichant haut et fier, c'est un PC, on n'est pas dans une console. Et aussi, il dit nous sommes personne pour vous dire quoi faire de votre ordinateur, en expliquant que ce sera un écosystème ouvert, que Linux y permettra de faire de l'émulation, etc. Ils font un réel contre-pied à Xbox que je trouve intéressant, et ça risque, je pense, de forcer Xbox à revoir un peu leur copie et peut-être une console un peu moins premium et un peu moins chère, si tu veux mon avis. Oui, possible. Après, bon, c'est vrai que Microsoft, pour l'instant, n'est tellement plus en odeur de sainteté que je me demande à quoi ça sert pour eux de sortir une nouvelle console. Donc, à voir ce que ça va donner. Après, l'avantage de Steam, c'est que les jeux Steam sont vraiment pas chers sur bibliothèque. Quand on est fan quand on aime le dématérialiser et que ça ne gêne pas de ne pas avoir de lecteur, ça peut être quelque chose d'intéressant. Surtout qu'on peut le comboter avec une Steam Deck, ce qui permettrait de jouer aux jeux sur les 2 supports en parallèle. Donc, je l'ai pas dit. C'est surtout ça le côté, pour moi, le plus intéressant. Voilà, c'est d'avoir vraiment un écosystème PC sans avoir non plus à partir, avec des écrans de ouf ou quoi. Tu branches sur ta télé, d'avoir à faire de la maintenance ou des modes à installer. C'est quand même plus intéressant, je pense, d'avoir quelque chose d'un peu plus fermé quand même. Il parle également de la possibilité d'installer Windows. Alors à voir si c'est en partitionnant le disque dur ou est-ce que c'est sur l'intégralité de la machine, ce qui permettrait d'accéder au Game Pass par exemple. Donc je pense qu'il y a matière à avoir quelque chose d'intéressant avec cette console. Enfin ce PC du coup. Ouais, ce PC qui a plutôt encore une fois une bonne tronche et je trouve qu'ils ont joué... façade amovible et tout. Ouais, ils ont joué une carte un peu cool, un peu accessible. J'aime bien leur transparence, encore une fois, où ils jouent pas sur cette ambiguïté PC-console. Ils affirment, nous sommes un PC très ouvert. Et ça, encore une fois, c'est une transparence que je trouve qui sera appréciée du monde du PC. Donc, c'est une belle proposition, je trouve. Reste à voir le prix. C'est ça. Qui peut changer totalement mon discours. Ce sera vraiment, tu vois, le truc, je trouve, un peu central. Et c'est pour ça que là, on a passé un peu vite, mais on se refera une news un peu plus dense, peut-être, qui ira ensemble, où on analysera le prix, etc. Parce que ça va vraiment être le truc. Ah oui, c'est clair, va installer ou pas la console. tout à fait.
C'est donc la fin de la partie news, donc je vais enchaîner sur la partie test. Cette semaine, comme je le disais, c'est Pokémon Zeta. Zeta, mais bon lapsus parce que c'est la suite un peu spirituelle. Voilà, ça se passe, on va dire, dans le même univers que ce Pokémon. Du coup, petite musique d'intro et puis on attaque. Allez, go. Pokémon Légende ZD. C'est quoi exactement ? Alors c'est le nouveau-né de la franchise Pokémon sorti cette année, donc si vous écoutez dans le futur, nous sommes en 2025, et quelque part c'est aussi une forme de continuité logique après Pokémon Légende Arceus. On pourrait même dire que c'est un épisode pont entre le Pokémon classique, celui qu'on connaît depuis toujours, avec des combats au tour par tour, ses badges, ses routes, et un Pokémon plus moderne, plus libre et peut-être plus immersif également. Ce jeu qui veut vitaliser la formule, si je puis dire, la rendre plus dynamique, plus vivante, plus action également, et franchement, sur le papier, c'est une très bonne idée. La série Légende a justement été pensée pour ça, casser les codes, là où les jeux principaux sont très structurés de la même manière. Tu commences dans un village, tu fais ta route, tu captures, tu combats, tu progresses. Et ici, le tout est beaucoup plus organique avec le système de combat temps réel, mais j'y viendrai tout à l'heure. Pokémon Legends ZD reprend les bases donc posées par Pokémon Arceus, mais les transpose dans un cadre totalement différent. Cette fois, l'aventure ne se déroule pas dans la nature ou dans les plaines anciennes d'une région, mais en pleine ville. Oui, toute l'aventure se passe à Lumiose, la grande mégalopole de Kalos, la fameuse ville inspirée de Paris qu'on avait déjà explorée dans Pokémon XY, d'où mon lapsus de tout à l'heure. Oui, exactement. Et tout le concept du jeu part de là. Cette ville est en train de changer. Un projet d'urbanisme gigantesque est en cours, mené par une entreprise nommée Cachartico, ou Cassartico, je sais plus comment le dire, qui veut faire de Lumiose un endroit où les humains et les Pokémon peuvent vivre ensemble harmonieusement. Sauf que, comme toujours dans Pokémon, les bonnes intentions cachent derrière des zones d'ombre, et c'est là que notre aventure démarre. On incarne un jeune dresseur qui débarque à Lumiose au moment où le projet est en plein essor et se fait voler son sac à la gare. Alors c'est déjà une très belle inspiration de Paris, je trouve, c'est assez caustique. Très vite, on découvre qu'en marge de cette rénovation, quelque chose se trame. Des Pokémon qui réagissent étrangement, certains qui semblent évoluer d'une manière inédite, et surtout une présence mystérieuse autour de Zygarde, le Pokémon légendaire et emblématique de Kalos. En parallèle, la ville accueille un grand tournoi, le ZR Royal, un championnat nocturne où les dresseurs s'affrontent pour grimper du rang Z jusqu'au rang A. L'ambiance du jeu, elle, est très singulière pour un jeu Pokémon, j'entends bien. La ville est, on va dire, est vivante, verticalement construite. On y trouve des cafés, des parcs, des stations de métro, des bâtiments assez grands, mais également des zones sauvages, presque comme des poches de nature préservées au cœur de la ville. Ce sont les Wild Zones. C'est dans ces espaces qu'on retrouve la sensation de chasse, d'exploration, de découverte qui est au cœur de Pokémon, mais cette fois, plus de routes toutes tracées, plus d'herbes hautes au bord des sentiers. Les Pokémon vivent au milieu de la ville, dans ces interstices, ces petites ruelles, ces parcs, voire même ces souterrains. Il y a même des passages dans les égouts à mon grand désarroi d'ailleurs. C'est un parti pris qui est quand même assez fort. On passe d'une exploration de région à une exploration de ville qui n'est certes pas grande à la matière d'un jeu Yakuza, c'est même une petite ville, et cette idée donne une réelle identité au titre. Ce qui frappe fort d'emblée, c'est que tout est plus vivant. Les Pokémon ne sont plus juste des créatures sauvages qu'on rencontre, ils font partie de la ville. Certains sont apprivoisés, d'autres rôdent dans des zones interdites, et on doit s'adapter à chacun d'eux. Les interactions sont plus directes, on peut approcher un Pokémon discrètement, derrière lui par exemple, ou même lui lancer une Pokéball pour engager un combat. On peut même tout simplement lui envoyer un autre Pokémon à la tronche, tel un combat de chien, et tout ça sans transition. Et justement, c'est ça la force pour moi du titre, c'est ce fameux système de combat. C'est sans doute la plus grosse révolution du jeu. Fini les combats au tour par tour, traditionnels. Ici, tout se déroule en temps réel. Concrètement, on contrôle son personnage et son Pokémon dans un environnement 3D ouvert.
Et tout se joue à la réactivité. On esquive, on donne des ordres, on place des attaques, on se déplace sur le terrain pour éviter les coups adverses, car contrairement aux autres jeux, notre dresseur, donc notre avatar, peut également prendre des coups et être en danger. Donc il faut gérer la distance, le timing, le temps de recharge, ça change radicalement la sensation de jeu, et on a vraiment l'impression de participer au combat, et plus seulement de le regarder. Donc à travers un menu, tu sais, comme avant on avait le menu, on appuyait sur les petits boutons et tout, là on a l'impression d'y être, et pour la première fois dans un Pokémon, j'ai eu la sensation d'être un dresseur. Ouais, je comprends, ça m'a fait un peu le sentiment inverse, parce que si tu veux, moi les combats, j'ai trouvé les combats et l'immersion finalement, j'ai trouvé que c'était la promesse un peu ratée moi de ce jeu, enfin je suis passé un peu à côté. Parce que tu parlais de la ville qui est finalement extrêmement petite. On parlera des graphismes peut-être après, mais extrêmement mal modélisé quand même. Ouais, okay. Donc j'en parle pas trop maintenant. Mais en fait, moi j'ai vécu ce jeu-là comme une extrême régression par rapport à Arceus, qui est pourtant quand même assez vieux, où on avait un monde ouvert, on avait un parti pris graphique différent. Là, on vit finalement juste une retranscription plus futuriste de X et Y, qui est un jeu qui a X années... pour faire un petit jeu de mots. Et quant au combat, j'ai trouvé que finalement, en enlevant le tour par tour, ils ont enlevé le cœur de la stratégie du jeu, où au final, moi, je me suis retrouvé dans les combats à mâcher toujours le même bouton, à faire la même attaque. Et le système de cooldown, finalement, donc cooldown, c'est le fait d'attendre avant de refaire une attaque. En fait, c'est un tour par tour un petit peu déguisé, mais qui finalement casse justement cette partie immersion, j'ai trouvé, tu vois, a ralenti les combats, et t'attends juste le bon moment pour appuyer sur le bouton. Et si tu veux, alors j'en suis moins loin que toi, évidemment, parce que j'ai passé le tuto et j'ai dû faire 50 heures dessus. Oui, bon voilà, j'en suis à un tiers de ton temps de jeu. Et en fait, j'ai trouvé qu'il n'y a plus aucune profondeur stratégique dans le jeu. Et pour un exemple tout bête, c'est que les Pokémon, de la façon dont ils se positionnent de façon un peu aléatoire, avec des bugs de collision, ils font un peu n'importe quoi pendant le combat. Ça, j'ai trouvé que ça a été... tu perdais le côté un peu sauvage du Pokémon que tu avais dans ce monde très un peu ouvert, comme tu disais, tu vois. Et c'est les combats, moi, qui m'ont vraiment freiné, après le tuto que j'ai trouvé, encore une fois, je trouve dégueulasse. Mais c'est les combats qui, moi, m'ont fait dire que ce jeu n'est pas pour moi, finalement. Trop grosse régression avec Arceus. Ouais, que moi, j'ai trouvé au contraire que ça donnait, la dimension action donnait un vrai rythme au combat, car tous les combats, en fait, devient un petit duel. On ressent l'impact des attaques, et surtout la nervosité du moment. En fonction, justement, du Pokémon que tu as en face, s'il est énervé ou pas, il va te charger d'une façon plus ou moins différente. Et j'ai trouvé ça d'autant plus intéressant que, comme le jeu réintroduit aussi le système de méga évolution, celle qui avait été découverte dans XY, elles ont été justement intégrées à ce nouveau système de combat. Et donc maintenant, par exemple, les méga évolutions ne se déclenchent plus simplement avec une pierre au bon moment, elles s'inscrivent en fait dans la logique du combat en temps réel. C'est-à-dire une fois que tu as rempli ta jauge d'énergie, en fait, en attaquant ou en esquivant, par exemple, tu peux déclencher ta transformation. Et c'est là que va arriver justement toute la profondeur du gameplay. C'est-à-dire que tu vas devoir utiliser le bon Pokémon au bon moment, savoir si tu utilises sa méga évolution ou non, parce qu'en plus elle va être limitée dans le temps, elle ne dure pas indéfiniment, et il faut gérer aussi avec intelligence et choisir le bon moment pour pouvoir l'activer. Et tout ça, c'est des choses que tu dois faire en temps réel, ce qui t'apporte justement une tension, car t'as plus le système du menu pause en disant, bon, si j'envoie mon Pikachu à tel moment, est-ce que je peux me transformer à tel truc ou quoi que ce soit? Là non, tu vas vraiment devoir avancer au fur et à mesure. Et quand tu balances justement ton Pokémon en combat, donc avec la fameuse méga évolution, si tu te fais éclater, ta jauge repart à 0 en fait. Donc c'est-à-dire tu vas devoir prendre un autre Pokémon, réaugmenter encore la jauge de méga évolution, ce qui peut te faire perdre du temps du coup, et aussi c'est ce qui peut te faire tuer tes Pokémon en fait. Et je trouve que ce système rend les combats bien plus dynamiques et plus immersifs, car ça pousse à revoir complètement sa manière de jouer. Au début, tu vas te retrouver avec des Pokémon avec des pouvoirs limités, mais quand tu vas commencer à sélectionner les bons pouvoirs, que tu vas mettre les bonnes strats, on va dire, à ton Pokémon, et là, tu vas pouvoir faire des combos en justement variant les différents types d'attaques. Avec ce système, je trouve, ce système en temps réel, le plus gros défaut des Pokémon récents depuis XY, même épée, bouclier, etc., je trouve, est exacerbé, c'est l'incroyable facilité des jeux Pokémon. Et avec le tour par tour, on pouvait justement s'ajouter des contraintes, on pouvait mieux gérer ça. Je trouve que le temps réel, finalement, inhibe le peu de challenge qui existait.
Et quand je dis que le gameplay C'est pas pour si moi, facile, hein. Quand t'es au tuto, je peux comprendre, mais quand t'avances dans le niveau, je me suis pris quand même 2-3 raclés à certains moments, je les ai bien compris quand même, hein. Si t'as pas les bons Pokémon au bon moment et que tu utilises pas justement avec le fameux cooldown, le bon pouvoir qui permettrait de faire la différence, ou même si t'es mal placé derrière ton ennemi et qu'il esquive, tu peux te faire vraiment éclater. Et justement, j'ai retrouvé de la difficulté dans ce Pokémon-là que je n'avais pas ressenti dans Pokémon Violet, par exemple, où j'ai roulé sur le jeu sans perdre une seule fois. et peut-être que c'est parce que je suis trop tôt dans le jeu, hein, c'est une possibilité. Mais moi, là, sur 15 heures de jeu, le gameplay, c'est résumé à appuyer tout le temps sur le même bouton et attendre que le cooldown passe. Et ça, si tu veux, moi, c'est vrai que ça a été l'élément qui m'a fait décrocher du jeu. Mais j'entends, beaucoup de gens s'amusent sur le jeu. Après, beaucoup de gens aussi le revendent. Hein. Mais voilà, moi, ça m'a donné ce sentiment et ça m'a fait décrocher pour cette partie immersion. Et aussi, encore une fois, tu le diras peut-être après, mais les zones sauvages avec les grandes banderoles vertes ou rouges, je trouve ça immonde. Enfin, ils ont été peu inspirés, je trouve, sur la direction artistique, qui est un copier-coller de XY, en à peine plus joli finalement que ce qu'on avait sur 3DS à Du l'époque. coup, t'en parlais tout à l'heure, hein, il y a un autre aspect marquant, donc c'est le système de zones, de zones sauvages, mais également le cycle jour-nuit qui intègre les fameuses battle zones en fait, hein, les zones de combat Ça, c'est pas mal. où les dresseurs s'affrontent dans le cadre justement du tournoi du Royal ZD. J'ai trouvé que c'était une idée très maligne parce qu'elle donne 2 visages à la ville. Donc la journée, on va avoir une ville qui est plus paisible, presque lumineuse et pleine de vie. Enfin, je dis pleine de vie, je mets bien sûr entre guillemets, bien sûr. La nuit, elle devient plus électrique, plus dangereuse, plus compétitive. On croise d'autres dresseurs, des adversaires puissants et parfois des Pokémon bien plus agressifs. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est que ce cycle rythme vraiment le jeu. On passe donc de l'exploration de la journée au défi des combats le soir, et les zones ne sont jamais aux mêmes endroits. Donc on va se retrouver avec des lieux plus ou moins différents en fonction des nuits qui vont passer. C'est une mécanique qui est toute simple, mais je trouve qu'elle donne une dimension totalement différente à la ville, que ce soit en fonction de tes sessions de jeu, quoi. Et en termes d'ambiance, là, je te rejoins, c'est l'élément fort pour moi, c'est le seul élément, encore une fois, à mon avis, réussi du jeu. Et j'aime bien ce côté où tu as le sentiment vraiment de basculer dans une autre ambiance, pas un sentiment de danger, on est quand même dans Pokémon, mais un petit peu, tu vois, où tu te dis... T'es à Paris la nuit, quoi, hein, comme quand tu prends le métro, quoi. Non, mais ça se tient, c'est roleplay. Hein. Ouais, mais ça, tu vois, je trouve ça pas mal. C'est le point à garder pour moi de ce jeu, le point que moi, personnellement, je retiendrai en tout cas de ce Pokémon Zada qui est la bonne idée. Comme les points que j'ai cités tout à l'heure, pour moi, ce sont des points réussis, mais malheureusement, il y a un revers de la médaille, et ce revers, c'est la technique. Oui, encore une fois, c'est le point noir d'un Pokémon moderne, parce que soyons honnêtes, sur le plan technique, Pokémon Legends ZD est complètement à côté de la plaque. Visuellement d'abord, c'est très moche. Nous sommes loin d'un Zelda Breath of the Wild. Certains endroits sont jolis, baignés d'une certaine lumière, et il y a plein de petits détails. Et d'autres, franchement, sont vides, plats, copier-coller, avec des skins de porte qui sont photocopiés sur les murs. Et clairement, on sent que le jeu a été développé à la fois dans la précipitation, mais également avec un budget modeste. Les textures sont grossières, les ombres plus qu'hasardeuses, et certaines animations, notamment les PNJ, font quand même tâche pour un jeu de 2025. Dans les zones les plus denses, pendant les combats, avec plusieurs Pokémon, certains PNJ pop ou même disparaissent, comme ça, sans raison. C'est dommage, parce qu'artistiquement, moi, je trouve le jeu très beau, clairement. Je trouve qu'il y a bien cette ambiance de Paris qui est retranscrite avec plein de petites bonnes idées ici et là, mais l'exécution manque vraiment de polish, en fait, de puissance, et ça empêche le jeu de vraiment briller. On a cette sensation frustrante, celle d'un jeu, à mon sens, qui est plein d'idées, qui a un certain cœur, on va dire, une certaine envie, mais qui est bridé par sa technique. Et ça, c'est un peu le drame de Pokémon depuis plusieurs générations, c'est que les ambitions sont grandes, mais la réalisation n'est pas toujours, voire même souvent, à la hauteur. Voilà, je pense que c'est en effet le plus gros pied de nez à la communauté. Et c'est là où le jeu prend toutes les foudres, parce que le gameplay, on voit que ça peut être très subjectif. T'as apprécié, j'ai détesté. Mais la partie technique, en fait, là, on est arrivé à un degré où le jeu, l'ADA, ça peut être subjectif, mais comme tu dis, la partie technique, en fait, le jeu est pas clean, en fait. Moi, j'ai eu des dépop aussi pendant les combats de Pokémon qui disparaissent, qui traversent
qui traverse le monde. Mon personnage, à un moment, s'est effondré à l'infini au travers du sol. En fait, c'est l'entreprise la franchise la plus lucrative au monde. Ils avaient 15-20 millions de budget pour le jeu. C'est autant que Helldivers 2. En fait, il n'y a rien qui justifie de ne pas sortir un jeu correctement fini. Et aussi, tu le dis sur les textures, les bâtiments sont plats, ils sont copiés-collés, la ville est minuscule, c'est famélique en termes d'aire de jeu. Petite ville n'est pas rédhibitoire, parce que je préfère ça qu'un gros open world inutile qui sert à rien. Là, au final, j'ai vraiment eu la sensation de connaître cette ville, et je trouve que justement la petitesse de la map, pour moi, fait partie des forces du jeu, en fait, parce qu'au final, on a vraiment cette sensation de connaître et d'avancer au fur et à mesure, et de s'orienter plus facilement, en fait. Contrairement à certains jeux où tu as des maps de ouf en fait et au final qui sont vides et qui servent à rien. Oui, bien sûr. Donc, c'est quelque chose, hein, je joue à Assassin's Creed Shadow. Mais complètement. Je pense qu'il faut un juste milieu, tu as raison. Mais il n'y a rien qui justifie d'avoir franchement une ville si petite. Pokémon Company, Game Freak, il serait capable de faire une ville juste 2 fois plus grande, tu vois. Oui, mais c'était peut-être pas la volonté de la faire. Pas avec... c'est exactement. Je pense que tu as dit le truc, il n'y a pas une volonté de faire un jeu à la hauteur de leurs ambitions. On est sur une entreprise qui passe à côté de ses ambitions, mais volontairement. Ça peut arriver qu'un jeu ne fasse pas le job parce qu'ils n'ont pas les compétences, ils n'ont pas le budget, mais là, c'est pas le cas. Ils ont tout ça. C'est une volonté de leur part de ne pas en faire plus. Et je pense qu'on est arrivé à un moment où, voilà, vis-à-vis de la communauté Pokémon, c'est limite. Tu vois, moi, j'en suis arrivé à ce point de rupture avec eux où je me dis que c'est pas cool, tu vois. Ils auraient pu apporter du soin, au moins, franchement, juste une chose, pas de bug. Le truc, c'est que moi, j'ai pas eu de bug. En fait, je joue sur Switch 1, tu vois. J'ai pas eu des cas que tu m'as dit de me retrouver à l'extérieur de la map ou de Pokémon qui traversaient des murs ou quoi que ce soit. Moi, je sais que ma partie s'est vraiment très très bien passée. Quand j'ai commencé à jouer, il y a des personnes sur X qui m'ont dit « Oh, tu vas voir, il y a des chutes de framerate de ouf et tout. » J'étais capé à 30 FPS, jamais ça a bouché et ça a bronché. Donc, est-ce que c'est le fait que je joue sur première Switch et pas sur Switch 2 ? Possible. Qui sera encore pire. Ce qui sera encore pire, tout à fait. Donc c'est que ça prouve bien aussi, je pense, que le jeu a dû être développé pour la première et upscalé à la zob pour la seconde Switch. Mais voilà, c'est pour moi, je sais que moi, la partie technique, elle est dégueulasse, mais elle est pas buggée en fait. Et je trouve que dans les reproches qu'on fait beaucoup à ce Pokémon, c'est que le jeu est moche. Oui, mais bon, un beau jeu n'est pas forcément un bon jeu. Déjà, sinon Death Stranding sera un bon jeu, ce qui n'est pas le cas. C'est vrai. Et à côté, si on arrive à passer outre les limites techniques, ce qui a l'air d'être très compliqué pour certains, ça je te l'accorde, l'expérience reste passionnante en fait, parce que au final, il y a des jeux qui peuvent être magnifiques. Je pense à The Order 1888 quand il est sorti. Je me suis beaucoup amusé sur ce jeu. Mais à côté, le jeu est beau, mais il est vide de tout, en fait. T'as des jeux comme ça où c'est hyper désagréable, que là, c'est le contraire, en fait. Le jeu est très moche, certes, mais à côté, c'est au niveau du gameplay et au niveau du fun de jeu où là, tu te retrouves avec quelque chose plus dans l'ADN Nintendo. Nintendo a toujours été à la traîne techniquement, mais à côté, ils ont toujours brillé par leur gameplay. Et moi, justement, c'est ce qui m'a plu, en fait. C'est que ça a marché chez toi. Fameux gameplay, je l'ai trouvé grisant. La chasse, je l'ai trouvé addictif. La ville, je l'ai trouvé immersive aussi. Et le concept du tournoi ZD, j'ai trouvé que c'était un petit fil rouge à l'aventure qui était assez intéressant. Et aussi pour un Pokémon, t'avais une histoire aussi qui était assez cool avec un petit côté écologie qui n'était pas à renier. Et justement, moi, je me suis pris, je me suis senti pris, si tu veux, dans cette dynamique, dans une boucle de progression, de découverte. Et je me suis, j'ai pas vu le temps passer, tu vois. À chaque fois, à mes pauses déjeuner, vu que j'étais pas chez moi, j'entrais pas chez moi le midi, je sortais ma Switch et je jouais pendant 1 heure. Je jouais à toutes mes pauses à la Switch et j'étais, toi, quand c'était fini, quoi. Même avec 42 fièvres, je jouais toujours à Pokémon, en fait. Par exemple, toi, je sais que tu es sensible à quand il y a des interactions avec les personnages qui soient pas trop figées. Là, c'est le néant en termes de mise en scène, quand même, le jeu. Ouais, mais tu vois, je joue sur Switch 1, pas sur Switch 2. Donc, moi, je m'attendais à ça, en fait, si tu veux. Xenoblade, tu vois, Switch 1, Zelda Breath of the Wild. J'ai plus de ralentissement sur Xenoblade et de bugs sur Xenoblade que j'ai eu sur Pokémon Legends ZD, en fait. Moi, c'est même pas ça le framerate, franchement, je m'en fiche. Le truc que j'ai pas du tout aimé, c'est le gameplay, comme je te l'ai dit. Et c'est un deuxième point que j'allais essayer de développer. C'est qu'on est dans un Pokémon légende. Et en fait, il y avait une promesse derrière ça. T'en as parlé du Pokémon légendaire de Zygarde, donc qui est le Pokémon légendaire de Kalos, qui a un lien avec l'arme absolue. C'est
C'est une arme très destructrice qui a été mise en place il y a 3000 ans, je crois, dans le monde de Kalos. Et justement, il y avait des théories entre Necrozma et Zygarde qui, je trouve, là où j'en suis, attention, j'aurai peut-être une bonne surprise à la fin du jeu et tu me le diras, il passe à côté du thème mythologique. On est dans un Pokémon légende et aujourd'hui, à date où j'en suis, je ne ressens pas le côté légende où on développe le lore, la mythologie un peu ancestrale des Pokémon légendaires, surtout par rapport à Necrozma que j'attendais beaucoup. Donc attention, hein, peut-être qu'à la fin du jeu c'est développé, mais on est dans un Pokémon légende et j'ai aussi un petit peu peur sur la partie scénario du hors-sujet. La fresque un peu écologique et tout est sympa, mais sur le côté mythologique, tu vois, peut-être que ça me semble léger, mais je peux me tromper, j'ai pas fini le jeu. Alors pour le coup, ils vont traiter justement la partie légendaire, mais moi je vois pas Pokémon légende justement comme un truc historique. Moi je vois plutôt ça comme un laboratoire, tu vois, un espèce de laboratoire à ciel ouvert pour Game Freak. Je vois plus Game Freak en train d'expérimenter, oser ou même tenter des nouvelles choses, et c'est à ça que servent les Pokémon légendes justement. Ils ont comment dire, ils se sont servis du premier Pokémon légende pour faire un monde ouvert, pour tenter des nouvelles choses, de voir les Pokémon déjà apparaître sur la map, hein, ce qui n'était pas le cas avant. Et là-dessus, je trouve que c'est à ça que ça sert les Pokémon légendes. Et justement, même si le jeu n'est pas parfait, j'ai trouvé que grâce à ça, en fait, la série prouve qu'elle peut encore se réinventer et qu'elle n'est pas condamnée à répéter la même formule éternellement. Alors oui, la technique, hein, clairement, ça manque d'ambition. Talon d'Achille du jeu, ça, il y a pas de débat. Mais pour tout le reste, moi je trouve que le rythme, l'histoire, le scénario, même la customisation du personnage, le système de combat, la verticalité de la ville, je trouve que ça fonctionne dans cet espace restreint qu'est cette ville en fait. Et au final, ce que j'ai... C'est sûr, j'en ai pas pris plein les yeux, mais je l'ai vraiment gagné en fun, en fait. Et j'ai passé un excellent moment sur ce jeu, que ce soit seul ou même en multijoueur, parce que j'ai également testé le multijoueur avec 2-3 autres personnes. Et franchement, on s'est vraiment bien marré. J'ai même j'étais souvent en débrief avec une personne où on était en train de papoter, de savoir qu'est-ce qu'on avait fait dans la journée, qu'est-ce qu'on avait récupéré comme Pokémon et tout. Et j'avais retrouvé cette ambiance, tu vois, de l'époque où je jouais à Pokémon bleu ou même à Pokémon or et argent, où j'étais en train de débriefer avec des potes, putain, j'ai chopé ce Pokémon-là et tout. Et au final, j'ai revécu des sensations, si tu veux, que j'avais quand j'étais gamin, en fait. Et c'est ça l'intérêt d'un jeu pour moi, c'est que le jeu, il soit cool à jouer, tu vois, au final. Et c'est un peu à l'image de notre discussion, c'est que c'est très basé sur nos sensibilités, tu vois. Moi, j'ai pas eu du tout ce niveau de lecture et je pense que c'est après, mon t'as pas pire fini le jeu tuto, Pokémon. Donc t'as fait ton papy gamer, donc c'est peut-être ça aussi. D'accord, le tuto est imbuvable, hein, je suis d'accord, mais faut le finir quand même. Non, j'ai largement fini le tuto. Mais je pense que pour l'instant, je suis sur ma pire expérience Pokémon. Même Pokémon Let's Go, qui était la refonte du Pokémon sur Switch que j'adore, qui avait été pour moi plus... il est trop bien, et qui est pour moi beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus novateur, alors que le jeu a 15 ans, tu vois. Donc j'adore Pokémon Let's Go, mais au final, à part le fait d'avoir intégré le système de chasse à la Pokémon Go, pour moi, le jeu, c'est un copier-coller du Pokémon jaune. Bah oui, mais qu'est-ce que a réinventé finalement Zelda ? C'est précisément ce que j'expliquais un petit peu avec Arceus. C'est son système de combat. C'est qu'on est fait. sur une grosse... Attention, hein, c'est mon avis en termes de stratégie, en termes de mindset et tout. On est sur une très grosse régression, rien que par rapport à Arceus et par rapport à un Pokémon Let's Go. Je trouve, encore une fois, ça n'engage évidemment que moi. Mais je sais qu'il a quand même un peu un bad buzz. Au-delà de la technique, ce jeu, c'est le jeu le moins bien noté de la presse, par exemple. Les joueurs, c'est le pire jeu du monde, le pire jeu noté même sur les joueurs, tu vois, qui sont plutôt quand même promoteurs et tout. Je pense vraiment que ce jeu est quand même, si tu veux, un point de rupture avec une certaine frange de la communauté de fanboys dont je m'inclus totalement là-dedans. Moi, Pokémon, quand j'étais au Japon, j'ai fait tous les Pokémon Center que je pouvais, tu vois. Et je pense que vraiment la Game Freak a créé un moment de rupture parce que c'est à la limite du foutage de... Voilà. Alors là-dessus, encore une fois, je suis d'accord, mais comme beaucoup de gens qui gueulent qui n'y ont pas joué, mais pas que la technique, hein. Moi je parle pas que de la technique. Toutes les critiques que j'ai, peut-être pas toi, mais toutes les critiques que j'ai, c'est des critiques techniques en fait. Tu regardes certaines vidéos sur internet, les gens ils vont bâcher la technique, et tu regardes leur screen, ils sont à 8 heures de jeu en fait. Ça je suis pas d'accord. On peut pas juger un jeu que sur la technique. Deadly Premonition est un des jeux de ma vie qui est horrible techniquement. Bon, il a 20 ans, il est horrible techniquement, mais il est mieux que Pokémon Zelda. Il était déjà horrible à l'époque. Mais voilà, il est horrible. Là, moi, Pokémon Zelda, c'est vraiment une accumulation de choses que je dénoncerai.
Mais encore une fois, c'est toi qui as la bonne parole, tu as fini le jeu et moi non. Donc je me range quand même évidemment à ton avis qui est plus construit que le mien. Mais pour là où j'en suis, c'est très décevant pour moi et je suis un peu déçu, quoi. Après, moi, ce que je pense, c'est que ça peut être une très bonne porte d'entrée pour des gens qui veulent faire du Pokémon et qui sont réfractaires au tour par tour, par exemple. Ça peut être une bonne porte d'entrée par rapport à ça. Et moi, ce que j'aime quand t'as des franchises aussi grandes, c'est le changement de gameplay, justement. Bon, tu le sais, je peux pas saquer Final Fantasy VII, mais ça n'empêche qu'ils ont tenté, avec leur remake, de faire un côté temps réel et tour par tour que j'ai pas trouvé désagréable, parce que je me suis dit, au contraire, ils ont tenté, justement, de moderniser tout en apportant des touches à l'ancienne. Tu sais, on peut quand même faire des arrêts, des choses comme ça et tout. Et je sais que beaucoup de gens avaient critiqué ça, et je trouve que c'est bien pour une série qui a une telle longévité, en fait, de tenter justement de moderniser son gameplay. Donc moderniser, après, c'est un bien grand mot, c'est pas parce que c'est moderne que c'est mieux, mais au moins, ils tentent des choses. Et ça, c'est important, parce que même s'ils l'ont pas tenté sur la technique, dans ce jeu, ils ont tenté justement de rendre les Pokémon plus dynamiques, en fait. Donc je pense que pour un vrai jeu Pokémon derrière, je sais pas, moi j'espère peut-être un jour un beau jeu Pokémon à la Zelda, et surtout avec un système de combat qu'on peut choisir peut-être en tour par tour ou en temps réel, pourquoi pas. Ouais, carrément. Mais en attendant, c'est pour ça, moi je vois ça plus comme une... En fait, même si je me suis éclaté vraiment sur ce jeu, je vois plus ça comme comme un labo d'expérience et voir comment les joueurs réagissent. Est-ce que ça vous plaît d'avoir ce système de combat ? Est-ce que ça vous plaît d'avoir ce système de progression ? Est-ce que ça vous plaît d'avoir ce système d'évolution ? Et après, pourquoi pas l'intégrer dans la saga canonique ? Pourquoi pas ? C'est une piste intéressante, je suis d'accord. Du coup, on a fini de parler de Pokémon, tu vas attaquer Minecraft, donc je t'avoue que je suis curieux d'entendre ton avis, car moi, rien qu'au vu de la bande-annonce, j'avais déjà les yeux qui saignaient. Et je t'avoue que Jack Black m'énerve au plus haut point, surtout depuis que j'ai vu Super Mario il y a quelques années. Et du coup, ça me fait un peu peur, tu vois, même si j'aimais beaucoup Jack Black à une époque, j'avoue que là, ça pique. Donc je t'écoute. Avec plaisir. Donc Minecraft, le film, je vais faire un peu plus vite, je vais passer quelques chapitres du coup, parce qu'on est déjà pas mal à la bourre. Mais donc, réalisé par Jared S. Franchement, je le connais pas. Moi non plus. Je sais juste vous dire qu'il a fait Super Nachos et Napoléon Dynamite. Et quand même, je me suis un peu rencardé sur le monsieur. Il est connu pour son humour un peu burlesque, complètement décalé. Et en disant ça, j'ai presque déjà tout dit. Donc le film est sorti le 2 avril 2025, le 4 avril aux États-Unis. Donc casting Jack Black. Moi perso, je suis team Jack Black à fond, je l'adore. Jason Momoa, par contre, lui, je m'en fous un peu, mais il est dedans. Emma Meyers, Daniel, enfin bref, le reste du casting, je les connais pas trop. Il y a deux enfants notamment dedans. Le studio, c'est Warner. Le budget, 150 millions. Et nous sommes sur un jeu qui a frôlé le milliard, un film encore une fois, qui a frôlé le milliard avec 900 millions au box-office. Après seulement 5 semaines en plus de production, ils ont fait 900 millions. Et c'est le deuxième film de jeux vidéo le plus lucratif de l'histoire, après évidemment Super Mario Bros qui a dépassé le milliard. Donc après cette petite présentation rapide, aussi à dire en termes de chiffres, après je parle plus de chiffres, l'impact sur le jeu, donc c'est déjà le jeu le plus vendu au monde, Minecraft, 350 millions. C'est vrai. C'est le jeu le plus joué sur une grosse frange de communauté plutôt jeune, encore actuelle. C'est un phénomène sur YouTube, c'est des milliards de durées de temps. C'est toujours un phénomène. C'est un phénomène Moi, j'ai planétaire. un pote qui a fait toute la mine de la Moria dans Minecraft, ça lui a pris 1 an. Mais c'est un truc de ouf. Et malgré ça, malgré déjà tout ça, le film a boosté la fréquentation quotidienne du jeu de 17%, de 25% les ventes sur Switch la semaine précédant la sortie. Enfin bref, c'est une parfaite illustration de ce qu'un film apporte à une licence, même quand c'est déjà la licence le jeu le plus vendu de tous les temps. Là-dessus, vous avez eu raison, parce que potentiellement, avec le nombre de joueurs qu'il y a de Minecraft, c'est des potentiels spectateurs pour aller le voir, en fait. Évidemment. Et c'est ça l'intérêt de sortir un film, c'est d'avoir des spectateurs un petit peu, des joueurs de demain un petit peu différents de ceux qui sont déjà sur le jeu. Et le vrai challenge quand même malgré tout d'adapter un jeu comme ça, on est sur un jeu bac à sable, sans histoire, sans personnage, sans objectif. Comment on fait un film derrière ? Et c'est de ça qu'on va un petit peu parler dans la chronique. On met des acteurs en roue libre. Et t'as tout dit, Kira. On met les acteurs en roue libre, c'est exactement ça. Donc musique et on enchaîne.
Donc déjà, l'enfer du développement, annoncé en février 2014 quand même, par Mahjong Studio et Warner Bros. Il y a 3 réalisateurs qui se sont succédés, qui ont lâché l'affaire. Donc Sean Levy, Deadpool Wolverine, Rob McElhane, Philadelphia, et Peter Cholet. Donc tu dois les connaître, moi pas. Ils ont tous lâché l'affaire. Ils ont eu raison, je pense. En tout cas, je pense que le Jared S était la bonne personne. Après, je pense qu'ils ont eu raison en effet. Il y a eu des multiples reports, il y a eu la pandémie du Covid, etc. Enfin bref, vous connaissez un peu l'histoire. Et on arrive en 2022 où notre cher monsieur reprend la barre. Il y a du monde au scénario. Bon, on va pas citer des noms, force, ça n'a pas grand intérêt. Surtout qu'il y a eu au moins 15 scénaristes en l'espace de 10 ans. Il y en a eu plein. La production designer, par contre, c'est Grand Major qui ont été oscarisés pour Le Seigneur des Anneaux. Et vraiment, ça a de la gueule. Vraiment, techniquement, c'est assez bluffant. Il y a des scènes, tu vois, de combat quand les piglins, les sortes de cochons là, se vénèrent, ils sortent. Je pense que tu devais être fatigué sur ton retour en avion. Non, vraiment techniquement, et c'est plutôt salué d'ailleurs dans les retours presse et tout. Techniquement, ça tient la route, c'est vraiment clean. Et ce qu'ils ont fait, bon, j'allais pas le dire maintenant, je vais le dire plus tard, mais c'est qu'ils ont beaucoup de décors réels. Ils ont construit énormément de choses, comme la forêt, les arbres, le village des villageois. Il y a beaucoup d'effets physiques. Et ça, je trouve que c'est rare. Il y en a beaucoup qui le font, mais c'est quand même rare maintenant avec l'avènement des effets spéciaux. Ça se fait moins en moins, mais quand ils le font aussi, le problème, c'est que des fois, ils les mettent pas assez en valeur parce qu'il y a une truelle numérique tout autour, en fait, qui va un peu gâcher ça. Pour te donner un exemple, j'ai beaucoup aimé le design du dernier Frankenstein. J'ai vu qu'ils ont tourné énormément de choses en décor réel, mais ils ont tellement mis d'images de synthèse par-dessus que du coup, ça amoindrit un peu la beauté du truc. Et là, en tout cas, les décors réels rajoutent quelque chose. Ils pourraient remplir, ils disaient, un terrain de foot entier de décors réels et tout. Donc, c'est à saluer. Et pourquoi il y a eu ça ? C'est que selon Jared S., je parle à sa place, mais bon, il l'a dit en interview, le plus gros défi de Minecraft a été de retranscrire un monde en 16 bits. Il y a quand même son design à lui, on parlait de technique tout à l'heure, un design très particulier à Minecraft dans un film. Et en vrai, c'est le point, je trouve, le plus réussi du film, c'est son aspect vraiment esthétique, technique. C'est un film. Et l'autre élément difficile selon le Mister là, j'ai déjà oublié son nom, c'est pas d'histoire, pas de scénario. Et il y a Steve. Donc Steve, c'est le personnage que l'on incarne dans Minecraft, qui est un personnage sans scénario, sans rien dans le jeu. C'est ça, voilà, exactement. Et là, c'est Jack Black qui l'interprète. Et ils lui ont donné évidemment une identité. Du coup, on a 4 marginaux, si je puis dire, dans ce film. Donc Garrett, gamer des années 90, donc c'est Jason Momoa qui l'interprète, un vrai loser qui est bloqué dans son époque et en plus qui se voit tel qu'il n'est pas. Il se voit encore au sommet parce qu'il a été élu meilleur joueur du monde sur un jeu en particulier. Il se voit encore au top de sa masculinité et il l'évoque un peu, c'est un peu un gros loupard, comme on en fait dans les années 80-90, ce qui est un petit hommage et en même temps un petit pied de nez à ces films de l'époque. Ça, c'est plutôt assez rigolo aussi. Et 2 autres personnages que moi j'ai trouvé complètement éteints, que j'ai moins aimé, c'était Nathalie et Dawn. Donc Dawn, c'est une agent immobilière, que je trouvais vraiment mauvaise. Comédienne de base. Qui était vraiment pas ouf. Et le duo frère-sœur qui fait le job, mais que j'ai trouvé vraiment. En fait, ils sont de fait, ces personnages-là, éclipsés par Jack Black et Jason Momoa, qu'on aime ou pas leur interprétation, ça reste des personnages. Je sais pas comment dire. Ouais, voilà, ça reste des personnages. Et quand t'es à côté d'eux, je pense que tu ne peux que pas exister, en fait. Quel que soit, encore une fois, qu'on apprécie ou pas leur interprétation, en fait, c'est des monuments et ils sont hyper charismatiques, les deux. Ils ont une présence. Et ça, je pense que tu peux leur mettre n'importe quel rôle à ces gens-là. Ils ont cette consistance. Et de fait, là, je dis tout ce qui gravite autour d'eux n'existe de fait pas, à mon sens. Donc je l'ai dit pour les archétypes des personnages, donc Steve, interprété par Jack Black, ils en ont fait un personnage totalement exubérant. Donc ça reprend, j'ai plus ta formulation que tu as dit tout à l'heure, c'est acteur en roue libre.
C'est totalement ça. Lui, il est passionné par le monde, donc ils sont aspirés dans le monde de Minecraft, l'Overworld, la surface, et ils doivent s'en échapper. Il y a une menace un peu existentielle qui sont les piglins, piglins, les cochons là, et les zombies. Donc ils doivent échapper, ils doivent sortir de ce monde-là, et ils ont constitué une petite équipe au travers de concours de circonstances. Et donc ils ont ce mentor-là, Jack Black, qui adore le monde dans lequel il sait déjà tout construire, il sait tout faire. En fait, c'est un peu le personnage omnipotent du film qui caractérise un peu le joueur. Le joueur qui a tous les codes de Minecraft. C'est logique que ce soit le personnage de Steve que l'on incarne qui a tous les codes, toutes les références. Voilà. Donc c'est un peu son rôle à ce personnage-là, c'est le sachant. Il sait tout faire. Et les personnages qui sont à côté, c'est des personnages qui débarquent dans ce monde et qui découvrent, si tu veux, et qui doivent survivre parce que c'est un film et un jeu de survie du coup. Et les thèmes abordés, il y a un thème un petit peu, sous-exploité qui était intéressant, Kira, c'est l'exclusion scolaire des élèves qui sont un petit peu, pas surdoués, mais qui sont un petit peu à la marge. En fait, il y a ce personnage, du coup, j'ai oublié son nom, le gamin là qu'on suit, qui est très créatif, qui aime ça, qui aime s'enfermer un petit peu dans cette bulle, et il est rejeté par les autres camarades de classe. Donc ça, c'était un thème assez fort qui est sous-exploité à mon sens dans le film, qui était pourtant, tu vois, qui pouvait trouver une résonance un peu sympa. C'est généralement, en fait, quand t'as un acteur qui siphonne comme ça l'image, c'est très compliqué de pouvoir faire vivre ses thématiques et son scénario à côté. C'est ça un peu qui s'est passé. Ce personnage-là, le petit garçon, devait faire vivre un peu cette thématique de l'exclusion, etc. Bon, qui a été passé en second plan pour tout ce que j'ai expliqué, tout à l'heure. Et le reste de la thématique, bon, c'est un peu what the fuck, quoi. La thématique, c'est ta créativité va t'emmener un petit peu au bout du monde et te fera réussir ce que tu veux réussir. En gros, je schématise un peu le message de fond, avec une conclusion un peu intéressante qui prend tout ça à contre-pied. Mais en gros, on prend le concept de Minecraft qui est la créativité pour te faire survivre, extrapolé à dans le monde réel. Pour réussir, base-toi sur ta créativité, fais-toi confiance, etc. Tu vois, c'est un peu ça le message de fond, qui est à somme toute assez bateau, mais qui représente un petit peu ce qu'on peut se faire comme idée du jeu Minecraft. Avant de conclure, je bypass j'avais fait tout un laïus sur le jeu, ce qu'il représente. Tu l'as dit un petit peu à demi-mot tout à l'heure, Kira, mais le jeu a outrepassé un petit peu son média de jeu vidéo, et c'est plus un espace communautaire où on développe un vrai phénomène du Seigneur de des Anneaux. Voilà, c'est un phénomène de société. On fait du Seigneur des Anneaux, on développe des villes. C'est plus un jeu de survie, c'est un jeu de créativité, mais c'est surtout un espace dans lequel on se retrouve. Et en fait, voilà, je faisais tout un laïus et une analyse que je fais là-dessus. Bon, je suis un peu déçu de pas la faire, mais en substance, je disais que le film Minecraft, finalement, c'est un peu à ça qu'il se rattache. Il se détourne du jeu. Il se détourne de ce qu'est devenu l'esprit un peu communautaire et tout, pour créer un petit peu sa propre œuvre qui est complètement décalée, what the fuck, qui est même parfois un peu osé. Tu vois, je trouvais qu'à un moment il se foutait délibérément de certains personnages, il se moquait d'eux. Enfin, il y a un vrai côté, tu vois, un peu acerbe, second degré et tout, qui est assez étonnant dans ce genre de film. Mais surtout, ça me semble un peu cynique quand même. Mais ouais, alors du cynisme en plus, il y en a dans le film, tu vois. Moi, je m'attendais à un truc un peu délirant où ils allaient toucher les enfants en faisant du grand n'importe quoi, et on balance un film familial comme ça, ce qui est un peu vrai. Mais je trouve, tu vois, qu'ils ont rajouté avec un peu d'audace, ils ont rajouté, tu vois, un côté vraiment hyper décalé, burlesque, moqueur, presque grivois parfois. Enfin, tu vois, bref, ça m'a un petit peu étonné. Mais ce qui est surtout Minecraft, le film, que c'est un produit marketing. La consécration maintenant du jeu vidéo, on a l'impression que c'est d'avoir un peu son élément pop culture transmédia, comme Mario, comme Sonic. Les deux ont connu le succès. Uncharted, Minecraft connaît aussi évidemment son succès, et c'était presque évident. Donc en conclusion, c'est cataclysmique comme succès, mais je trouve que en soi, ce qui est intéressant, c'est la prise de risque.
quand même, parce qu'ils ont fait un truc un peu vraiment hyper burlesque, décalé, assez drôle parfois, et parfois faut quand même aimer cet esprit-là, ce délire, tu vois. Enfin, moi, ça va, j'aime bien, parce que j'aime bien, par exemple, l'humour anglais, j'aime bien le côté vraiment, tu vois, un truc absurde. Moi, ça va, c'est un humour que j'aime, mais je peux comprendre qu'on décroche complètement. Donc, finalement, ce film Minecraft, c'est... donc, moi, ça a été, tu vois, j'ai passé un bon moment. Je sais pas le film de l'année, c'est pas dans mon top des films, des adaptations de produits de jeux vidéo, etc. C'est un film qui ose et qui finalement se détourne du produit communautaire, vidéoludique qu'il est, et je lui reconnais cette audace, tu vois. Et à côté, il y a Jack Black, il y a Jason Momoa qui proposent quelque chose. Si on adhère, bah on reconnaîtra voilà, leurs prestations, etc. Si on n'adhère pas, on passera complètement à côté du film parce qu'ils absorbent un petit peu tout. Tu vois, ils sont trop centraux, ils sont trop présents. Et ce qui fait que tous les deux seront l'élément qui font qu'on aime ou pas ce film. Et moi, j'encourage plutôt à le regarder quand même en famille. Ça peut être un divertissement un peu sympa et tout. Mais en tout cas, voilà. Les critiques presse, comme d'habitude, ils ont démonté. Hein, c'est une adaptation de jeu vidéo et c'est souvent le cas. Les spectateurs ont plutôt apprécié. Il a eu même des plutôt bonnes notes. Donc, je pense qu'il faut s'en faire son avis. Et ça passe ou ça casse. Voilà. Je peux dire que ça. Je vais pas essayer. Moi, je trouve que c'est un projet qui sent trop le cynisme, en fait, pour que ce soit... j'arriverai pas à me détacher du projet même. Mais après, oui, je pense que ça peut intéresser certaines personnes. Surtout que tu es très attaché, toi, aux représentations très masculines, très viriles des années 80-90. Comme ils s'en moquent un petit peu. Bah, pas plus que ça, parce que j'ai adoré Jason Momoa dans Fast and Furious 10 qui joue Lady Gaga. Donc ça m'a pas choqué, parce que j'ai trouvé même que c'était le seul personnage intéressant du film. Par contre, Jason Momoa qui fait du maquillage, qui se met son petit vernis sur les ongles devant une tête décapitée, qui a des couettes et qui joue vraiment Lady Gaga, quoi. Bah, j'ai trouvé ça hilarant, tu vois. Donc non, moi, à côté, le fait de taper dans... Eh ben, il est complètement dans cet esprit-là. Vraiment, tu reprends le même Jason Momoa, c'est le même dans Minecraft, tu vois. Si par exemple, tu as aimé ce Jason Momoa de Lady Gaga, tu aimeras au moins ce Jason Momoa dans Minecraft. Non, justement, moi, le fait de taper sur les archétypes que j'aime bien, hein, des années 80-90, au contraire, je trouve ça assez rigolo. Et j'aime bien me moquer de ce genre d'archétype qui n'a plus cours, hein, parce que c'est devenu... c'est des dinosaures, les mecs. Hein. Donc au contraire, ça c'est peut-être le vent de fraîcheur du film. Ça l'est, tout à fait, je suis d'accord. Ainsi se termine la chronique de Minecraft, le film. Je te laisse le mot de la fin. Et avec plaisir, on fera les big up plutôt la semaine prochaine parce que l'émission a été assez longue. Il y a eu beaucoup de big up, beaucoup de messages d'ailleurs par rapport au voyage au Japon que j'ai fait. Donc merci beaucoup. On a eu 2 5 étoiles. C'est quoi très ton sympa. Test de la semaine prochaine Mon test de la semaine prochaine. Alors, soit si j'ai fini Hyrule Warrior, ce sera Hyrule Warrior, pardon, c'est dur à dire. Et si j'ai pas fini, je ferai une chronique un peu spéciale sur le musée Nintendo et le parc d'attractions Mario. Donc je verrai. Et les big up, oui, j'en ai noté plein, mais plutôt pour la semaine. Et toi, ton HS, du coup, c'est rien dans le petit planning. Je me souviens. Là, c'est vide. Ouais, je voulais faire Frankenstein, mais j'ai vu que tu l'avais noté, donc du coup, je le fais pas. Fais-le, je te le laisse. Ok, je vais faire Frankenstein, alors je l'aurais regardé entre-temps, et je te le laisse de bon cœur. Ouais, je pense, parce que y a matière à dire 2-3 petites choses là-dessus, surtout que je suis pas un fan hardcore de Guillermo del Toro, donc ça peut être l'occasion de nuancer certains propos que j'ai vus sur le net, malgré que j'adorais le film, hein, je vous le dis déjà, mais voilà, je pense que ça peut être intéressant, donc oui, du coup je vais faire Frankenstein. Alors. Je viens de finir le roman, donc je suis en plein dedans, donc j'essaierai de le voir pour que tu puisses faire ta chronique. Écoutez, moi en attendant, je vous dis à la semaine prochaine, je te laisse le au revoir de la fin comme il est de coutume. Oui, merci à toutes et à tous de votre accueil, de votre gentillesse, de vos écoutes, parce que même si on n'a pas posté d'émission il y a un lundi où on ne l'a pas fait, en fait on a quasiment maintenu les scores, et sur l'émission qu'on a postée lundi, en fait vous êtes revenus en masse, et on a fait le double d'un lancement habituel d'un lundi, donc on a fait on est en train de faire une semaine de ouf. Donc ce qui est cool, c'est que vous nous avez pas lâché pendant nos vacances, donc merci beaucoup, et vous avez une émission un peu plus longue cette semaine en plus, donc c'est cool. Jouez à des jeux vidéo, Pokémon ZA, rangez-vous du côté de Kira qui a adoré, jouez, regardez des films, Minecraft, pourquoi pas, voilà, c'est un pourquoi pas,
Allez au cinéma, il y a Frankenstein, non, c'est sur Netflix. C'est sur Netflix, ouais. C'est dommage que ça ne soit pas au cinéma d'ailleurs. Ouais, là, c'est vraiment dommage. Écoutez de la musique, faites-vous plaisir, prenez soin de vous. Merci pour tout et on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.